J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Georges Fenech, Philippe Guibert. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le vendredi. Je vous voyais un petit peu tiquer là sur l'affaire du brevet. Elisabeth Borne qui a finalement décidé, ministre de l'Éducation nationale, que l'obtention du brevet des collèges n'était pas obligatoire pour passer au lycée. Et je vous voyais un peu dubitatif. Ça change tous les 3 mois. Georges Fenech, oui, vous avez raison. Un petit peu de cohérence dans cette politique d'éducation nationale. Et puis je pense que le brevet, c'était quand même quelque chose d'important. Il fallait le maintenir. Premier diplôme, premier examen, Philippe Guibert. Oui, si on veut quand même qu'il y ait un minimum d'exigence à l'école, l'obtention du brevet paraît une condition indispensable pour passer en seconde. Ouais. Mais c'est incroyable, figurez-vous. Alors, quel est le sens de cette mesure? Non, mais je suis d'accord. De dire tout le monde peut passer en seconde. Ouais. Mais alors, puisqu'on a fait le constat, et le Premier ministre l'a même fait, durant son discours de politique générale, de dire que le niveau niveau en France en mathématiques et en lecture a profondément chuté. Quel est le sens de ne pas avoir cette exigence minimum? C'est incroyable. Je vais vous dire, à titre personnel, je pensais qu'aujourd'hui, le brevet, tout le monde l'avait. C'est un contrôle continu. Oui, vous avez raison. Moi, mes enfants l'ont eu avec mention. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas travaillé comme des acharnés pour obtenir le brevet. On se dit la vérité. Pardon, oui, ils ont tous eu des raison. Je pensais que tout le monde avait le brevet. Eh bien non. Ouais. Sachez que je crois qu'il y a quasiment 10% des élèves de 3e qui n'obtiennent pas le brevet des collèges. Mais raison de plus. Ça signifie quelque chose. Est-ce qu'ils ont le niveau effectivement mais c'est incroyable. Pour suivre des études supérieures? Parce que quand on va en seconde, première, terminale, c'est pour ensuite aller dans les études supérieures. Parce qu'un 3e, c'est l'âge où quand même on peut s'orienter professionnellement vers des métiers. Vous avez raison. Des métiers qui sont tout à fait respectables et des métiers d'avenir. Dont on a besoin. Donc, pas nécessaire d'obliger ces jeunes à faire des études longues s'ils ne sont pas faits pour ça. Ouais. C'est pas évident, Philippe Guibert. Se dire, ce qui me choque dans tout ça, c'est, vous le disiez, c'était déjà pas très difficile le brevet. Donc on abaisse l'exigence. Moi, je l'aurais eu tendance à la remonter un petit peu, parce que c'est vrai que pour connaître des gamins qui sont passés par le brevet, c'était presque une formalité. Donc je vois pas l'intérêt de ce genre de choses. Mais pourquoi, à votre avis? C'est pourquoi? C'est pour faire du politiquement correct? C'est pour sans doute pour je faire des économies. Pourquoi. Parce des que économies, pourquoi? Les brevets, ça suppose des organisations d'épreuves. Oui, mais on continuera à passer le brevet. Je ne sais pas si c'est une question de moyens ou d'économie, mais c'est peut-être ce vieux fond idéologique, quand même, toujours de l'égalitarisme, qu'on doit donner ses chances absolument à tout le monde, et qu'il faut que même ceux qui n'ont pas été capables d'avoir le brevet, il faut quand même leur laisser la chance d'avoir le bac un jour. Ça fait partie de cette... Et alors à ce moment-là qu'on développe des passerelles, c'est-à-dire qu'un gamin qui en 3e n'a rien fichu à décrocher de l'école et qui passe pas tout de suite en seconde, voire qui prend une autre filière, on peut développer des passerelles, parce que si 2 ans, 3 ans plus tard, il se révèle beaucoup plus motivé, beaucoup plus travailleur, il peut revenir. On ferait mieux de développer des passerelles plutôt que de vouloir faire passer tout le monde. Non, mais alors je suis assez d'accord avec vous. Je trouve, mais qu'en France, c'est vrai qu'on manque beaucoup de métiers qui ne sont pas assez mis en valeur. Des métiers absolument formidables. Bien sûr. Je trouve que ça revient un peu, bien sûr, mais on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que les métiers manuels, les métiers d'art dont on a cruellement besoin, ne sont pas mis en avant. Ça reste toujours... Il y a encore une image de la voie de garage. Il faut que ça bouge, ça aussi, parce que ce n'est plus le cas, n'est-ce pas, Georges Fenech? Et qui ont été mis en valeur aux yeux du monde entier, avec l'inauguration de Notre-Dame. On a vu qu'on avait des savoir-faire, des métiers, mais on pense aussi à tous les autres métiers, de tous les quotidiens, de tous les métiers de bouche, la pâtisserie, la boulangerie, la restauration. On brille. La France brille à l'étranger avec sa pâtisserie, sa restauration. Aussi, voilà. Oui, mais il faut peut-être que l'école se bouge pour faire plus de... Enfin, je sais pas, ouvrir des filiales qui soient plus attractives. Tout ça est contre-intuitif par rapport à ce que doit faire un élève, qui est quand même d'apprendre à faire des efforts, à ce que les parents mettent comme pression sur les élèves. On a l'impression que toute pression, même très légère comme le brevet, est problématique. Et je trouve que c'est contre-productif. C'est extrêmement contre-productif. Je suis d'accord. Je voudrais qu'on revienne quand même sur l'actualité de ce soir. Évidemment, David Rigoulet-Rose était avec nous il y a quelques instants. Un cessez-le-feu, donc, entre Israël et le Hamas, avec le retour des otages, une trentaine dans un premier temps, dont nos 2 compatriotes qui ont été enlevés le 7 octobre. D'abord, un mot, c'est peut-être, point d'interrogation, une victoire de Donald Trump alors qu'il sera investi lundi, président des États-Unis. D'abord, peut-être un mot sur ce cessez-le-feu qui a été décroché. Ce n'est pas un accord de paix, je le répète une nouvelle fois. Un cessez-le-feu, c'est fragile, mais c'est quand même un signal d'espoir ce soir. Ah oui. Non ?
Philippe Guibert. Oui. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison de dire que c'est fragile, qu'il faut rester extrêmement prudent, qu'il y a 3 phases dans cet accord. La première phase, on peut espérer qu'il passe par la libération des otages, on peut espérer qu'elle soit tenue, mais on peut se poser des questions sur la suite. Il n'empêche quand même qu'on doit prendre le fait que des personnes vont être libérées, des otages qui étaient otages depuis plus d'1 an, et puis que la population civile gazaoui va beaucoup moins souffrir, même s'il y a encore beaucoup à faire pour que l'aide humanitaire soit acheminée. Donc, mais ça fait partie de l'accord justement. Donc oui, c'est déjà des vies qui peuvent être sauvées ou qui peuvent être épargnées, alors que la situation et des otages et des civils gazaouis est catastrophique, il faut bien le dire. Bien sûr. On peut ajouter plus qu'il est difficile, en l'état actuel à ce stade, de parler d'accord de paix. Parce que pour faire la paix, il faut être 2. Vous voulez quoi? Que Israël fasse la paix avec qui? Avec le Hamas? Avec un groupe terroriste? Non, c'est pas possible. Pour l'instant, je vous dis que la trêve, le cessez-le-feu, c'est une très très grande avancée. C'est ce qu'on pouvait espérer de mieux avec la libération, malheureusement progressive encore des otages. On aurait préféré qu'ils soient tous libérés en même temps. Mais pour répondre à votre question aussi, moi j'ai la conviction que c'est l'arrivée quand même de Donald Trump qui a servi qui a fait débloquer cette situation. Et quand on sait qu'il a envoyé son émissaire personnel, Steve Witkoff, qui est pas du tout un diplomate, hein, c'est un promoteur immobilier new-yorkais, qui, paraît-il, d'après les quelques bruits qu'on peut avoir ici ou là, aurait eu une discussion très virile avec Netanyahou. Absolument. Et a imposé la signature de cet accord. Donc, certes, les 2 équipes, les 2 administrations travaillent ensemble. Biden le dit. Trump a pas l'élégance de laisser quand même un peu à Biden, puisqu'il tire la couverture entièrement à lui. Mais force est de constater, et il l'avait annoncé, qu'arrivant au pouvoir, il y aurait un accord. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il avait même menacé le Hamas. Ça pourrait être l'enfer si c'était pas le cas avant son intronisation. Oui, Georges a raison. En fait, il y a eu un intérêt convergent entre l'ancien président qui s'en va et celui qui arrive. L'ancien avait besoin de faire le forcing pour avoir au moins un accord avant de partir, et le nouveau avait aussi besoin de cet accord pour dire j'arrive sur un terrain qui est meilleur que celui qui existe depuis le 7 octobre 2023. Et donc Trump a donné le coup de pression, comme l'a expliqué Georges, de façon effectivement, paraît-il, très efficace et très forte, de façon à ce qu'enfin cet accord soit conclu, parce que Biden a raison sur un point, les termes de l'accord sont extrêmement proches de ce qu'il avait proposé en mai dernier. Et on peut nourrir beaucoup de regrets sur le fait que cet accord n'a pas été possible à ce moment-là, à cause du Hamas, à l'évidence, mais aussi à cause d'une partie du gouvernement de Netanyahou qui est très extrémiste et qui ne veut pas de la paix. Qui sera libéré? Dans un premier temps, les femmes, les enfants. Icône de ces otages, le petit Sphère, qui a aujourd'hui, qui aura demain 2 ans. 2 ans. Écoutez, Olivier Jaoui, président de l'association Vie brisée 7 octobre et membre de la famille de l'otage franco-israélien Ofer Calderon, qui était mon invité aux alentours de 19h15 sur Europe 1 tout à l'heure. Je vous rappelle quand même que Kfir Bibas, qui aura 2 ans demain, aura passé, s'il est encore vivant, les 2 tiers de sa vie en captivité à Gaza. Son frère de 5 ans, la mère est dans les listes, eux ils n'y sont pas. Mais on peut croire au miracle, mais sincèrement pour eux j'ai peu d'espoir. Pour eux, j'ai peu d'espoir. C'est absolument terrible. On se souvient, mais on voit ce visage de cet enfant. Et normalement, les femmes et les enfants doivent être libérés en premier. Viendront ensuite les hommes valides. C'est terrible. C'est terrible. Horrible. On ne sait pas s'ils sont encore vivants. Je veux dire, vous vous rendez compte de garder en otage des bébés qui ont 6 mois, 1 an. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que ça? Comment on peut faire une chose pareille? Et on n'est pas sûr qu'ils soient en vie, oui, c'est ça, Georges Fenech. Et c'est ce que disait Olivier Jaoui. Mettez-vous une seconde à la place des familles, aujourd'hui, qui ne savent pas si leur enfant va revenir ou pas, s'il est toujours en vie ou pas. Comment peut-on être dans une situation aussi inhumaine, laisser des familles dans un tel désarroi? Ça prendra fin, tôt ou tard, évidemment, mais il faut mieux que ça soit le plus tôt possible. Surtout que le Hamas n'a donné aucune indication sur l'état de santé des otages. Aucune indication. Et c'est d'ailleurs une des causes de fragilité de cet accord. Bien sûr, vous avez raison, Philippe Guibert. C'est un moment de vérité. C'est-à-dire que
le Hamas a beaucoup joué avec les otages, d'un jeu horrible. Mais là, on va voir de façon peut-être sans doute en partie joyeuse et en partie tragique, la réalité de la vie et du décès des otages. Et ça va être des moments extrêmement forts, extrêmement joyeux, mais aussi extrêmement douloureux. Et tous les otages ne seront pas rentrés dans 6 semaines, puisque ça va se passer par vagues. Ça aura des conséquences aussi en Israël sur la situation politique, parce que ça a quand même été un point de crispation énorme. Cet inimaginable. Effectivement, il va falloir rendre des comptes à un moment. Entre les familles et puis le gouvernement de Netanyahou. Oui. Mais chez ça nous a été aussi, un point de crispation considérable, parce que il y a eu un choix qui a été fait Et nous attendons nos 2 otages franco-israéliens. Absolument. Exactement, c'est ce dont nous avons rappelé tous les jours le sort et réclamé ici, j'entends ici. Oui, vous parlez je parle de la maison. Oui, CNews et Europe 1, bien sûr. On ne les a pas oubliés. On est les seuls, je crois, et Laurence Ferrari, à avoir fait ce rappel quotidien. Exactement. Absolument. Bravo. Selon plusieurs médias, le Hamas affirmerait que l'accord de cessez-le-feu et de prise d'otage avec Israël n'aurait pas eu lieu sans Donald Trump. Ça rejoint ce que nous disions il y a quelques instants. Il est 20h43, le journal permanent à suivre sur Europe 1. Puis on va parler de cette nouvelle dégradation de cette église, la basilique Saint-Aubin, en plein cœur du Vieux-Rennes, qui a déjà été dégradée. Son curé monte au créneau parce qu'il y a eu encore une nouvelle dégradation. Vous entendrez ces mots tout de suite.